de préparation seulement. Pour les élèves qui ont repris l'école, la journée n'était pas morte. C'était bien, mais c'était l'exercice, on a fait les exercices, on a fait les exercices, on a fait beaucoup d'exercices. Rentrée des classes pour les anciens, premier jour pour les débutants venus fraîchement de la maternelle, les enseignants adaptent la matière, question de les familiariser au nouveau système. C'est bien d'inscrire les enfants de 6 à 7 ans, pas les enfants de 5 ans, puisque nous avons la facilité d'enseigner les enfants qui ont déjà la maturité. Si l'enfant n'a pas encore atteint la maturité, c'est un peu difficile. Du moins à 6-7 ans, ça va. Nous appliquons la méthode expositive et applicative. Question-réponse, c'est ce que nous appliquons. Il faut que l'enfant parle beaucoup, que la maîtresse ou bien le maître. Maintenant, c'est l'enfant qui est au centre d'intérêt, plus que le maître. Un peu comme les années antérieures, on espère que les jours à venir, les retardataires se rattraperont. Mais d'ores et déjà, chaque jour de classe compte sur l'ensemble du calendrier scolaire. De la journée mondiale de l'analphabétisme, les récentes statistiques de l'an dernier ont démontré que l'analphabétisme des adultes n'a quasiment pas progressé depuis 2000. Tenez, en 2013, le nombre d'adultes analphabètes s'élevait à 781 millions, soit un recul d'à peine 1% par rapport à 2000 et que près de 2/3 de ces adultes analphabètes sont des femmes. L'alphabétisation est un droit humain, un outil d'autonomisation personnelle et un facteur de développement social et humain. Voilà qui démontre à suffisance son importance au regard de son impact dans la société. Malheureusement, les chiffres au niveau mondial illustrent le taux d'analphabétisme élevé, dont le 3/4 est constitué de la gente féminine. Savoir lire, écrire et compter, c'est construire sa vie. Plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans ont eu la vie sauve entre 1990 et 2009 grâce au progrès de l'éducation des femmes. C'est simple, vous avez plus de chances de sauver votre enfant si vous êtes en mesure de lire et comprendre les prescriptions du médecin. L'alphabétisation n'est pas un luxe. C'est un facteur de paix et de développement. Durant la période allant de 2000 à 2013, la situation de l'éducation des adultes et des jeunes n'a quasiment pas progressé au niveau mondial. Malheureusement, le rapport mondial de 2013 sur la situation de l'éducation montre que l'alphabétisme des adultes n'a quasiment pas progressé depuis 2000. En 2013, le nombre d'adultes analphabètes s'est élevé à 781 millions, soit un recul d'à peine 1% depuis 2000, et 2/3 des adultes analphabètes sont les femmes. En République démocratique du Congo, des efforts considérables sont fournis par le gouvernement pour la réduction du taux d'analphabétisme. Les résultats en notre possession indiquent que le taux d'analphabétisme demeure encore une préoccupation majeure dans notre pays. Néanmoins, les efforts fournis par le gouvernement ont permis de réduire de 33,3% en 2001 à 27,1% en 2013 sur l'ensemble du pays. C'est ainsi qu'on note qu'il y a encore environ 19 millions de compatriotes sur les 71 millions d'habitants que comptent les pays qui ne savent encore ni lire, ni écrire, ni calculer. Et c'est là selon la quête EDF de 2013. Les différents partenaires s'emploient à davantage fournir d'efforts pour réduire sensiblement le taux d'analphabétisme. Autre chose à présent, la dynamique de solidarité de Djera, un nouveau mouvement associatif des ressortissants de ce secteur du territoire de Bouendé. Nous sommes là dans la province de l'Équateur, collecte des fonds pour soutenir ses compatriotes qui vivent dans ces zones touchées, je vous le rappelle, par le virus Ebola. La campagne de collecte lancée le week-end est adressée à tous les Congolais et même à la communauté internationale en vue d'éradiquer complètement cette maladie.
Ils lavent aussi leurs mains pour donner un exemple à leurs frères et sœurs qui vivent à Djira pour se préserver d'Ebola. Élus, notables et tous les ressortissants de ces secteurs touchés de la province de l'Équateur vivant à Kinshasa ont choisi d'aller au-delà du respect des règles d'hygiène. Ils décident de lancer une collecte de fonds pour soutenir ces compatriotes qui ne peuvent pas aujourd'hui recourir à leurs forêts et champs pour la survie à cause de la lutte contre cette épidémie. La situation épidémiologique aujourd'hui à Djira est stationnaire, tel que le ministre de la Santé l'a annoncé. Et selon même nos limiers, c'est ce que nous savons que c'est stationnaire. C'est seulement quant au coût pour venir en aide de la population qui est restée là-bas. Nous avons une semaine ici à la fois, nous attendons tous les Congolais. Il faut au moins 10 millions, si pas 15 millions pour reçu le plan de contingement. Le gouvernement jusqu'à présent n'a pas encore débloqué plus de 3 millions de dollars. Toute cette semaine, il sera tenu ici à la Foire internationale de Kinshasa des conférences et journées de réflexion sur la nocivité et les stratégies de prévention contre la fièvre hémorragique Ebola. Si la personne ne change pas les habitudes négatives, elle tombera toujours malade. Voilà pourquoi nous allons nous y atteler par rapport au comportement sanitaire positif. Mais au plus de cela, nous allons aussi parler du réservoir des virus, nous allons aussi parler de la transmission ainsi que les conséquences concernant le virus d'Ebola. L'initiative de la dynamique de solidarité de Djira évalue le montant pour bouter Ebola hors de leur territoire à 10 millions de dollars. Pour la première journée, ils ont réussi à obtenir 2000 dollars américains. Et une autre maladie qui constitue, elle, également un cheval de bataille pour des compatriotes, c'est la drépanocytose. Je vous l'ai dit à l'ouverture de cette édition, sensibiliser la communauté sur la maladie, tel est l'objectif de la soirée organisée par le projet 100 et ses différents partenaires ici à Kinshasa. Ce projet vise à prendre en charge 100 enfants drépanocytaires. Le projet Objectif 100 vise la prise en charge de 100 enfants drépanocytaires. En République démocratique du Congo, la drépanocytose, cette maladie génétique, touche 1 sur 3 enfants. Elle est une maladie appauvrissante à cause du coût du traitement. Lancé en 2009 par Gisèle Mandaïla, le projet Objectif 100 est un soulagement pour certaines familles de Kinshasa. Nous travaillons, nous essayons de récolter des fonds pour pouvoir en fait les accompagner dans la prise en charge médicale sur une année. Donc nous prenons un enfant en charge pendant toute une année et de ces fêtes-là, ça nous permet en fait avec ce que nous avons récolté de pouvoir les aider. Alors que si aujourd'hui on met un peu plus de moyens dans la lutte contre la drépanocytose, on fera les dépistages précoces, on fera les dépistages avant le mariage, donc ça permettra comme ça de limiter la propagation de la maladie. Veiller sur les drépanocytaires est très important car il s'agit des personnes à part entière appelées à s'intégrer dans la société. L'anémique SS est un bébé qui est né innocemment comme tout bébé, qui est venu au monde par l'ignorance de ses parents. Un bon mariage religieux sans problème, mais voilà, on ne connaissait pas ce qui circule dans le corps et voilà, le bébé est là. C'est pas qu'il est parti ramasser un virus ou une bactérie ou je ne sais pas quoi à gauche, à droite, non. L'enfant là n'est que victime de cette maladie, comme moi-même, victime. Mais devant ces victimes-là, nous avons la communauté, le pays, le gouvernement a la responsabilité de s'en occuper. Et ils deviennent des responsables si on s'en occupe bien. La sensibilisation contre la drépanocytose doit être une priorité pour baisser le taux des patients drépanocytaires en RDC, car le chiffre a tendance à croître. Direction le Nord Kivu, les différentes couches de la population du chef-lieu de la province sont divisées sur la tenue du concert de l'artiste américain Akon, un concert qui devrait se tenir à l'aéroport international de Goma, un événement organisé par l'ONG Peace One Day. Le concert est prévu normalement le 21 septembre prochain dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix. Patrick Sialois. D'ici le 21 septembre, Goma sera sans avion, suite à ces concerts de l'artiste Akon, invité par l'ONG Peace One Day, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la paix. La nouvelle société civile, dans sa déclaration radio publique le week-end,
catégoriquement opposé à ces concerts dans l'aéroport international de Goma. M. Mouloumé Mounene est son porte-parole au Nord Kivu. Nous, la nouvelle société civile congolaise, soucieuse de la sécurité de la population de Goma, nous disons que les choix de l'aéroport international de Goma pour l'organisation d'une telle manifestation, telle que paix, donc la paix, de quelle paix s'agit-il dans un aéroport dit international, monsieur le journaliste, comme pour celui de Goma, donc est inacceptable pour la population. Le trafic de vols prévu ce jour-là va tourner au ralenti, constituant un manque à gagner pour l'État congolais. Le spectacle ne passe jamais sans faire des casses. Qui va supporter les dommages de cette infrastructure en plein champ? De son côté, le président du conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, Guy Birandoulé, soutient la tenue de ces concerts de la paix. Non, mais c'est une bonne chose qu'il se passe un tel concert pour, n'est-ce pas, intérioriser ou graver dans les esprits de la population qu'il y a une journée de la paix qui doit être célébrée par tous. Nous pensons que le fait aussi d'amener les grands artistes de la région et même des autres continents, notamment Icon, c'est une opportunité pour faire parler de notre ville. C'est ici pour moi de saluer la mémoire de ceux-là qui ont combattu pour que justement cette paix revienne dans notre région. Voilà pourquoi même Peace One Day a pensé organiser une activité de grande envergure dans notre région. C'est en quoi nous les remercions. Notons qu'il y a peu, le gouverneur Julien Paluku Kahongia avec le responsable de Peace One Day ont confirmé la tenue de ces concerts à l'aéroport international de Goma. Et à Béni, l'état-major général de l'opération Soukola promet de poursuivre avec force cette opération militaire après la mort du général Baouma. La déclaration est du commandant second des opérations, le général de brigade Charles Mouindo Akili Mundos, lors du culte œcuménique organisé ce dimanche en mémoire du lieutenant général Jean-Lucien Baouma. A noter également que 2 avenues de cette ville cosmopolite viennent d'être débaptisées, Jean-Lucien Baouma et Mamadou Mustafa Ndala. L'émotion est aiguë lors de ces cultes écuméniques célébrés par l'abbé Mathieu de la paroisse Santos. Dans ce mot, le général de brigade Mouindo Akil Mundos, commandant ces grandes opérations sous Kola a nonchalamment reconnu l'importance du feu général. La mort inopinée du lieutenant général Baouma Ambamba, Jean-Lucien, représente une perte énorme. Et surtout dans cette phase décisive de l'opération Soukola 1. Loin de l'ingratitude, cet officier supérieur des FARDC a fait certaines prouesses vis-à-vis du découillous. Mon général, vous nous avez enseigné l'esprit d'équipe, votre esprit de détermination nous a permis d'aller de victoire en victoire, de conquête en conquête, dira les autres. Quel des leçons à tirer de votre riche carrière militaire, mon général? De son côté, le maire de Béni, dans ce mot, a fait un coup de pierre en débaptisant la rue principale Ndoni Jean-Lucien Baouma Mbamba et celle quittant l'hôtel Oberkai vers le rond-point Kabila Mamadou Mustafa Ndala. Cette rue qui le voyait partir chaque matin, cette avenue qui part de la rivière Mouniabelu pour ressortir par l'Enera, nous avons pensé que Inombe n'avait pas dit là. Disons que plusieurs autorités politico-administratives judiciaires ont pris part à ces cultes œcuméniques. Béni. Et l'actualité internationale, c'est à découvrir dans quelques titres parus sur le net. D'abord avec Slate Afrique, Lesotho, la réouverture du Parlement retardée, Zuma attendu comme médiateur. Le journal fait savoir que le Premier ministre refusait toujours ce lundi d'annoncer la date de réouverture du Parlement du Lesotho. Le président sud-africain Jacob Zuma devait venir mardi jouer les médiateurs dans la crise ouverte par une tentative de coup d'État le 30 août dernier. La situation dans le pays n'est pas stable. Comment peut-on réouvrir le Parlement dans ces conditions, a déclaré par téléphone à l'agence France Presse le Premier ministre Thomas Tabané, en conflit ouvert avec certains des ministres de la fragile coalition au pouvoir. Et par ailleurs, donc le journal, 2 sources gouvernementales à Maseru et diplomatiques à Pretoria ont confirmé que le président sud-africain Jacob Zuma avait l'intention de se rendre mardi au Lesotho pour tenter une médiation entre les différents partis politiques.
Et puis cette page noire à lire dans Le Point, Roger Hoc est décédé. Le journaliste et diplomate Roger Hoc, 58 ans, otage au Liban pendant près d'un an en 1987, est décédé lundi à Paris en France des suites d'un cancer au cerveau, a-t-on appris auprès de son entourage, note le tabloïd. Correspondant de guerre au Liban, il avait été enlevé par le Hezbollah en janvier 1987 avant d'être libéré le 27 novembre suivant, en même temps que son confrère Jean-Louis Normandin. Il avait été nommé en décembre 2009 par le président Nicolas Sarkozy, ambassadeur de France en Érythrée, poste qu'il a occupé jusqu'en août 2012. Et nous allons nous séparer en sport. Cyclisme, Sylvestre Motayo vient d'être reconduit à la tête de la Fédération congolaise de cyclisme après l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée le dimanche dernier au bureau de la Fédération situé dans la commune de Kinshasa. Le réélu a obtenu 20 voix sur les 23 votants. Au total, 13 membres vont donc constituer le nouveau comité installé pour 4 ans. Sylvestre Motayo dirige la FECOSI depuis 12 ans déjà. C'est sans surprise que Sylvestre Motayo Mbela a été élu à la tête de la FECOSI pour un 4e mandat de 4 bonnes années. Élu avec 20 voix sur 23, le président et son comité ont immédiatement été installés. 13 membres constituent le nouveau comité élu pour un mandat qui les amènera jusqu'en 2018. Tous les postes sont d'ores et déjà occupés, sauf celui du premier vice-président qui reste à pourvoir. C'est dans la commune de Kinshasa, au siège de la fédération, que le scrutin s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. Voilà qui met un terme à ces éditions d'actualité. L'actualité également continue sur notre site internet www.bone-tv.com. Clin d'œil particulier à tous ceux qui nous suivent en France.